Je vous remercie à tous et toutes d'être présents pour ce dernier numéro, de ce dernier rendez-vous du webinaire Histoire du droit 2.0. Donc, cette année, c'était la seconde émission, enfin la seconde saison, pardon. Et on a eu l'occasion d'avoir plein de thématiques différentes, plein d'intervenants et d'intervenantes différentes. Ce soir, on va terminer avec les collections de l'INA, puisqu'on va envisager ces collections et surtout pour l'histoire du droit, qu'est-ce qu'on peut venir espérer, qu'est-ce qu'on peut venir chercher dans ces collections de l'INA. Donc, ce qui va être envisagé ce soir, c'est les sources, les perspectives de recherche en histoire du droit, histoire de la justice aussi, de façon un peu plus générale. Pour ce faire, on a 2 intervenantes. Je les remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Nous avons tout d'abord Madame Anne Pavie, qui est responsable documentaire à l'INATEC, présente depuis une trentaine d'années dans cette institution. Donc, vous êtes une interlocutrice de choix pour notre rendez-vous. Donc, j'en suis d'autant plus ravie, puisque c'est aussi envisagé. En tant que chercheur, on n'a pas conscience de tous les rouages, des coulisses, de comment fonctionne l'institution, et donc voir des gens concernés au plus proche de ces collections, c'est important. Et je le signale aussi, vous êtes autrice de plusieurs billets, guide des sources sur le carnet hypothèse dédié à l'INA, que ce soit de la migration espagnole, à la santé mentale et psychiatrie, ou encore l'enjeu de l'Europe au sein des collections de l'INA, donc ce qui déjà nous montre la variété des possibilités par ces collections. Et puis, vous êtes accompagnée ce soir de Madame Emeline Seigno-Bott, vous êtes chef de service en charge des manifestations et partenariats scientifiques. Vous avez fait une thèse en sciences de l'information et de la communication. Je le signale parce que, et ça va être enrichissant aussi pour cette discussion de ce soir, vous avez fait votre thèse sur les collections de l'INA, mais surtout sur le domaine de la justice. Et donc, on va pouvoir se retrouver aussi sur Merci, Ninon. Les difficultés ou au contraire les joyeuses découvertes qu'on peut avoir grâce à l'INA. Je le signale rapidement, mais je pense que nos interlocutrices sont bien plus éclairées là-dessus que moi. Et donc, mais je le signale pour ceux qui sont connectés, notamment parce qu'il y a des doctorants et docteurs, que l'INA, c'est une institution certes d'archives, de collecte d'archives, mais c'est aussi un espace qui accompagne les chercheurs avec des délégations régionales aussi. Et moi, ça a été un des atouts pendant la thèse d'avoir à Toulouse notamment la délégation de l'INA. Donc, c'est important aussi de se dire qu'il y a certes l'endroit peut-être principal à la BNF, mais en fait, il y a plein de points où on peut accéder aux collections de l'INA. Voilà, je laisse tout de suite la parole à nos intervenantes et je les remercie encore d'être présentes ce soir. Merci infiniment, évidemment, à vous deux de cette invitation et de cette possibilité de venir à votre rencontre pour vous présenter effectivement les fonds audiovisuels de l'INA et voir comment ces fonds peuvent entrer en résonance avec des perspectives de recherche, plus spécifiquement en histoire du droit. Alors, peut-être quelques mots, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Louise. Effectivement, l'INA consacre un département à la valorisation scientifique et pas scientifique qui, contrairement à ce que vous avez en bas de votre écran, mais pardon pour la coquille, en tout cas pour la valorisation scientifique, nous avons un département qui est entièrement consacré à la valorisation scientifique avec 2 services. Le service dont j'ai la chance d'avoir la charge, qui est manifestation et partenariat scientifique, et le service de l'INATEC, donc qui accueille les usagers dans le centre de consultation à la BNF. La mission de ce département, c'est d'assurer le rayonnement, de faire connaître les collections conservées à l'Institut et l'ensemble de ces collections auprès de la communauté scientifique. Alors, parmi les activités du département, donc, comme je viens de le dire, il y a évidemment la promotion des collections audiovisuelles, donc télé et radio, mais aussi web, et Anne reviendra sur ces éléments-là, mais aussi les archives écrites, promotion que l'on va faire auprès des écoles, des universités, sur le territoire, auprès des étudiants. Nous avons également une chaîne YouTube INA Recherche qui recense un certain nombre de captations d'événements que nous avons été à l'origine ou pour lesquels nous avons participé.
Et l'un des points importants de ce département, dans ses missions globales, c'est d'accompagner l'évolution des usages de recherche sur les médias et aujourd'hui d'autant plus fortement encore sur les données. Accompagner l'évolution des usages de recherche, toutes disciplines confondues. Et c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont des disciplines natives, l'infocom, évidemment, l'histoire des médias, mais on voit émerger aussi des chercheurs d'autres disciplines qui vont aller travailler sur nos médias, sur les médias conservés à l'INA, mais aussi sur les données qui peuvent être générées. Et puis, comme l'a rappelé Louise il y a quelques instants, c'est aussi une fonction d'animation, de soutien de la recherche sur l'audiovisuel de manière générale à travers différents dispositifs qui ont été mis en place. Des appels à projets, des appels à chercheurs. L'appel à chercheurs est encore en cours à l'heure actuelle c'est jusqu'à début juillet. Jusqu'à début juillet. C'est aussi des prix, notamment le prix de l'INATEC, qui va récompenser des travaux de recherche en lien ou qui mobilisent nos collections. Et puis, des supports de valorisation. Nous avons un service aussi d'édition. Donc, vous voyez ici les couvertures des deux derniers ouvrages, plus spécifiquement centrés sur la recherche. Le carnet de recherche auquel Louise faisait allusion tout à l'heure, et puis l'animation des réseaux sociaux. De manière plus spécifique, dans les deux services qui composent ce département, donc le service manifestation et partenariat scientifique va accompagner, piloter ou préparer des événements scientifiques de type colloque, séminaire, journée d'études, va organiser des conférences, des tables rondes, toujours centrées autour de nos collections, avec cette idée aussi que les collections de l'INA éclairent des problématiques actuelles, des thématiques qui traversent la société. Nous avons également, on travaille beaucoup à la préparation de corpus pour des projets de recherche et nous participons également à des projets de recherche. Donc je vous donne quelques exemples donc, sur le support et puis de valorisation également du dépôt légal du web dont Anne va vous parler dans quelques instants. Et on travaille également sur des études qualitatives, des études quantitatives. Le service manifestation et partenariat scientifique est composé de plus de 15 personnes chargées de mission et documentalistes qui vont aussi participer à l'enrichissement des collections, au traitement documentaire qui est l'une des clés de la découvrabilité, hein, bien sûr, des sources. Ça veut dire donc tout le dépôt légal, télévision, radio, web, les fonds patrimoniaux dont on vous parlera tout à l'heure, ce qu'on appelle les fonds tiers, c'est-à-dire les fonds que l'on va conserver, que l'on va valoriser, qui ne sont pas nécessairement issus, qui ne sont pas issus de dépôt légal. Et puis, et ça, bon, peut-être qu'on aura le temps d'en parler en fin de présentation, la participation à la réflexion, de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle dans les pratiques de recherche. Et puis, deuxième service, l'INATEC, dont Anne vous parlera de manière beaucoup plus approfondie que moi, qui a pour fonction évidemment de développer des modalités d'accès, d'exploitation des collections à travers des outils, à travers un travail de médiation, d'assistance à la recherche, d'approfondissement des recherches dans nos bases, de méthodes aussi. Et puis, également tout un travail qui est un travail de soutien scientifique et pédagogique, c'est-à-dire l'accueil d'un certain nombre de groupes d'étudiants qui vont venir à l'INATEC pour suivre une séance collective des fonds, des outils, une initiation à la recherche sur des objets audiovisuels, des co-animations de TD, dont d'ailleurs vous pouvez avoir des comptes rendus ou des rapports aussi de ces expériences pédagogiques sur le carnet hypothèse. Puis l'organisation de data sprint, de modules innovants pédagogiques, où on vient toujours, encore une fois, en support du travail initié par les enseignants-chercheurs. Et puis, dernier point, on accompagne les nouveaux usages de recherche, ça veut dire aussi accompagner les humanités numériques avec le lab qui est adossé à l'INATEC et qui est une structure qui accompagne des chercheurs
qui vont davantage travailler sur des traitements automatisés, sur des jeux de données plus importants, avec des ateliers pratiques et avec également des séminaires de recherche. Alors, comme Louise l'a très bien dit tout à l'heure, effectivement, nous nous sommes situés à l'heure actuelle, d'ailleurs, sur le site François Mitterrand de la BNF à Paris, mais les 6 délégations régionales de l'INA sont aussi au service des chercheurs, et puis nous avons également une présence dans 50 établissements partenaires sur tout le territoire, bibliothèques, médiathèques, cinémathèques ou universités, qui permettent d'avoir un accès à nos collections. Je te laisse la parole, Chara. Donc, oui, merci. Donc, collection qu'effectivement, nous allons vous présenter aujourd'hui, en mettant l'accent sur vraiment ce qui fait la spécificité de ces archives audiovisuelles. On peut commencer par dire que c'est un fonds d'archives qui est très volumineux en nombre d'heures de programmes audiovisuels, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 28 millions d'heures et qu'il y a un accroissement de la collecte de ces archives d'1,5 million d'heures par an. Donc, c'est une volumétrie assez exponentielle et qui, du coup, est assez protéiforme. L'archive est assez protéiforme, assez complexe de prime abord, et c'est pour ça qu'on essaye au maximum de la présenter, de la décrire en fonction aussi des disciplines de recherche, parce que sinon, c'est un peu abstrait, on va dire. Donc, d'autres spécificités de ces collections, c'est d'une part que ça concerne plusieurs médias. On en a déjà un peu parlé, mais on va y revenir. Radio, télévision, mais aussi cinéma, écrit, sources écrites, web médias, et puis fonds audiovisuels non diffusés. Donc, on va détailler un petit peu. C'est un fonds en prise avec l'actualité parce qu'on capte au jour le jour plus de 180 chaînes de radio et de télévision. Donc, dans l'absolu, on peut travailler sur l'archive d'hier, sur l'archive toute fraîche, mais les documents les plus anciens en radio datent grosso modo des années 30 et des débuts de la télévision après la Deuxième Guerre mondiale pour la télé. C'est une source qui, aujourd'hui, recouvre une bonne partie de la mémoire des 20e et 21e siècles en images et en son, qui est de plus en plus reconnue comme source à part entière, mais malgré tout encore peu connue dans l'absolu. Et donc, c'est un fonds multithématique. On ne propose pas de corpus spécifique par discipline, même si on fait des guides des sources thématiques pour essayer de décrire ce fonds au mieux. On donne accès à l'intégralité des ressources à chaque étudiant et chercheur, ou autre d'ailleurs, puisqu'on a aussi des usagers des domaines culturels qui préparent des expositions, des œuvres, etc. Et donc, c'est un fonds dans lequel on peut se perdre, mais se perdre au bon sens du terme, pour en explorer toutes les facettes et les ressources. Alors, je vais détailler un petit peu chacun de ces points. Donc, on a des collections radio depuis les années 30 et télévision depuis l'après-guerre. C'est un fonds d'archives public au départ, puisque l'audiovisuel en France, jusque dans les années 80, a été uniquement public. Les chaînes privées sont arrivées tardivement dans l'archivage, j'y reviendrai, mais c'est à partir du dépôt légal en 1995. On a des fonds de presse filmée cinématographique qui présentent l'intérêt de couvrir toute la période de guerre, en particulier où la télévision n'existait pas, des journaux de presse filmée et des documentaires qui sont à prendre avec du recul, puisqu'il y a beaucoup de documents de propagande dans ces fonds, mais ils présentent vraiment l'intérêt de compléter les fonds radio et télévision. On met aussi l'accent sur le fait qu'il y a énormément de cinéma dans nos fonds, puisque on a
archive plus de 180 chaînes 24 heures sur 24, et sur ces chaînes, il y a des films de cinéma, plus largement des courts-métrages ou des moyens-métrages et des longs-métrages, et qu'ils sont parfois plus facilement accessibles par ce biais que auprès, par exemple, du CNC qui n'a pas encore numérisé l'intégralité du fonds qu'il gère au titre du dépôt légal. Donc, c'est un bon complément, l'INA, la BNF et le CNC en matière d'accès à des ressources cinématographiques. On a un fonds de publicité également, et ça, c'est assez peu connu. La publicité est concernée par le dépôt légal de la radio-télévision, j'y reviendrai, mais on a aussi un fonds antérieur à ce dépôt légal qui commence en 1968 et la volumétrie, c'est à peu près 330 000 spots. Donc, c'est une ressource qui est de plus en plus aussi utilisée pour des analyses diverses et variées, par exemple, qui présente les produits technologiques dans les publicités, quelle représentation de la famille, quelle représentation des enfants, etc. Le web média, j'y reviendrai. Donc, le web français, le dépôt légal du web français est partagé entre la BNF et l'INA. L'INA gérant la partie audiovisuelle et donc média de la collecte d'archives. Je détaillerai un petit peu plus loin. Et puis, donc, nous avons effectivement de l'audiovisuel non diffusé issu de donations. L'INA a une politique vraiment volontariste dans ce domaine. Nous détaillerons en vous donnant quelques exemples. Juste quelques repères historiques sur cet archivage de la radio-télévision. L'archive a commencé à se faire dès les débuts, au sein des chaînes, au sein de la RDF, puis de la RTF, et elle a pris un peu plus d'ampleur au sein de l'ORTF qui a été créée en 1964. Évidemment, tout n'a pas été conservé et de toute façon, la volumétrie des programmes diffusés était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Donc, plus on remonte dans le temps, moins, disons, il y a de programmes disponibles, mais néanmoins, on a des traces de la diffusion d'émissions diffusées au sein de la RTF, au sein de l'ORTF, donc sur les différentes chaînes qui sont apparues successivement, la première en 49, la deuxième en 64 et la troisième, la chaîne des régions, en 73. À la dissolution de l'ORTF en 1974, 7 organismes de radio et télévision ont été créés qui dessinent le paysage audiovisuel qu'on connaît aujourd'hui. La première chaîne est devenue TF1, la deuxième chaîne de l'ORTF est devenue Antenne 2, puis qui deviendra France 2, la troisième chaîne est devenue FR3 qui deviendra France 3. Les chaînes de Radio se sont regroupées autour de l'appellation Radio France. Et l'INA a été créée à cette occasion-là également, avec pour mission principale de gérer les archives de ces chaînes toujours publiques nouvellement créées. Cet archivage, dont une grande partie de nos archives sont issus, est un archivage de type professionnel, c'est-à-dire qu'il avait pour objectif l'utilisation de ces documents d'archives pour une rediffusion ou bien pour une utilisation dans d'autres productions audiovisuelles, dans un cadre commercial et dans un cadre qui s'adressait uniquement aux professionnels de l'audiovisuel. Cet archivage, il s'est structuré lentement. Le statut d'archiviste de l'audiovisuel, il date des années 60, on les appelait les cinémathécaires, mais la création d'un service d'archives au sein de l'ORTF de 72. Mais bon, il s'est structuré lentement, mais il a fini par avoir une reconnaissance au sein des entreprises d'audiovisuel français. Donc, la première partie de notre fonds d'archives est issue de cet archivage professionnel de la radio et de la télévision. La deuxième partie est issue de la loi sur le dépôt légal de la radio-télévision, loi qui a été votée le 20 juin 1992. Et qui fait de l'INA la troisième institution
en charge du dépôt légal en France, après la BNF et le CNC pour tout ce qui concerne le cinéma. La loi, le décret d'application passe en 1993 et la loi prend effet au 1er janvier 1995. Donc à partir de cette date, l'INA a une double casquette. Il gère toujours l'archivage dans un cadre professionnel et commercial des chaînes françaises publiques et il gère au titre du dépôt légal un certain nombre de chaînes que je vais vous présenter ensuite. Je veux préciser aussi que justement le but de cette loi, c'était d'une part de garder une trace de la diffusion de ces programmes, mais également d'ouvrir les accès à ces collections. Et depuis 1995, entre la loi qui institue cette mission et puis l'arrivée de la numérisation et la capacité de donner accès à ces collections à distance, on a vraiment ouvert l'accès à nos collections qui étaient quand même un peu confidentielles encore pendant toute la décennie des années 90 et même des années 2000. Donc, c'est vraiment un projet au long cours, mais qui commence à avoir son ampleur. Donc, quelques mots juste sur l'aspect technique de l'archivage de ces médias. La radio et la télévision étaient, dans leur début, des médias du direct, avec la majeure partie de ce qui était diffusé en direct et quelques documents enregistrés au préalable sur film, par exemple, pour la télévision, et qui étaient diffusés en parallèle avec le direct. Dans toute la première partie de l'existence de la télévision, on ne savait pas enregistrer direct, donc on a gardé de cette période que les supports préexistants en majorité sur film. À partir des années 50, milieu des années 50, est apparu le kinéscope qu'on voit en photo au milieu de cette slide et qui a permis avec une caméra d'enregistrer une diffusion. Les chaînes ont commencé à les utiliser pour garder des traces d'émissions intégrales, donc d'émissions en direct qu'auparavant elles ne conservaient pas. La technique du parallèle antenne qui vraiment a permis d'une façon assez simple de conserver une trace de la diffusion en captant directement le signal à sa source est apparue au milieu des années 70, donc assez tardivement par rapport au début de la radio et de la télévision. Il faut noter aussi que les supports de conservation ont été divers et variés au fil du temps, ce qui a une incidence quand même sur ce qui est possible, ce à quoi il est possible d'accéder. Il y a encore des choses qui sont sur des supports fragiles qui n'ont pas été numérisés, mais malgré tout, on a lancé dans les années 2000 une sauvegarde de ces supports anciens fragilisés lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait des dégradations importantes sur certains films, mais encore ce n'était pas la majeure partie des dégradations, mais surtout sur tout ce qui avait été conservé sur des cassettes vidéo. Donc on a lancé ce plan de sauvegarde qui court encore aujourd'hui. En fait, il n'est pas complètement achevé. Et évidemment, à côté de la sauvegarde qui était essentielle, ça ouvre la voie à des consultations de plus en plus faciles, des consultations à distance, même si le dépôt légal en ligne n'existe pas encore, l'INA aujourd'hui est prêt et si la loi un jour est votée, nous serons en capacité de donner accès à nos collections à distance, car nous l'avons expérimenté bien en amont.
Donc, une grande partie de notre travail, néanmoins, sur ces collections, c'est ça, c'est de les sauvegarder, migrer sur d'autres supports, pouvoir vérifier que les supports physiques qu'on a choisis dans les années précédentes sont encore viables, encore lisibles, et que les formats de compression choisis étaient les bons et sont encore utilisés. C'est vraiment un côté très matériel et très physique qu'on ne mesure pas forcément toujours. Donc, pour revenir sur le dépôt légal de la radio-télévision, il concernait au 1er janvier 1995 un périmètre de chaînes qui, pour une partie, avait déjà été conservé par l'INA dans un cadre professionnel, par exemple France 2, France 3 et les chaînes de Radio France, et TF1 jusqu'à sa privatisation, et puis d'autres chaînes qui arrivaient dans l'archivage comme Canal+, ou M6. Ces 12 chaînes ont été captées au titre un peu expérimental, jusqu'en 2001, date à laquelle le numérique est arrivé et il est devenu beaucoup plus simple de stocker ces émissions sur des supports beaucoup moins volumineux. Et l'INA s'est mis à capter directement les chaînes qu'il archivait, alors que le dépôt légal, au départ, en 1995, était un dépôt légal physique de cassettes de la part des chaînes. Tout d'un coup, on pouvait capter directement et du coup, le périmètre de conservation a commencé à être étendu. Sur cette slide, vous voyez plusieurs exemples d'extensions successives du dépôt légal. C'est absolument pas exhaustif, il y en a eu beaucoup et encore très récemment. Cette slide vise à expliquer que le dépôt légal n'est pas un bloc qui aurait été constitué d'emblée, mais plutôt une espèce de stratification de captation. Certaines chaînes n'ont jamais été captées avant de l'être par l'INA, n'ont jamais été conservées captées et conservées avant de l'être par l'INA dans le cadre de ce dépôt légal. Et il y a des archives auxquelles on n'aura plus jamais accès, qui n'ont absolument pas été conservées ni par les chaînes, ni par d'autres institutions. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est la diversité des chaînes qui sont conservées. Ça a commencé par les grandes chaînes généralistes, les chaînes principales, les chaînes historiques aussi, mais ça s'est étendu à d'autres chaînes avec une typologie très variée qui vise à refléter la diversité du paysage audiovisuel français. Même si ça n'est qu'un échantillon et que ça n'est pas exhaustif, nous avons néanmoins ajouté à notre périmètre de chaînes des chaînes d'information en continu, des radios musicales, des chaînes de sport, la chaîne parlementaire Assemblée nationale, des chaînes pour enfants, etc. Donc, c'est un périmètre très varié et qui couvre la diversité de ce à quoi le public a accès en France. Sur le site Inatech, vous avez accès à ce poster qui décrit toutes les chaînes que nous captons par thématique et qui donne également la date à laquelle nous avons commencé l'archivage et parfois la date à laquelle il s'est terminé quand certaines chaînes ont arrêté de diffuser, auquel cas elles ont été remplacées par d'autres dans notre périmètre de captation. Alors, donc, pour résumer et vous donner une idée de la volumétrie, les archives professionnelles, donc l'archivage des chaînes publiques françaises par l'INA, ça recouvre aujourd'hui à peu près 2,5 millions d'heures. Ce fonds est en accroissement d'environ 35 000 heures par an. Et sur ce fonds, l'INA a des droits producteurs et la capacité d'exploiter ces archives au bout d'un an à peu près. Enfin, ça varie selon
typologie des émissions, mais l'INA acquiert les droits et peut commercialiser ces archives pour son compte propre. Ces archives qui appartiennent à l'INA, ce sont celles que vous voyez sur ina.fr, sur le site de streaming Madeleine, sur Mediaclip ou Ina Media Pro, qui sont les sites commerciaux de l'INA. Et donc, ça ne représente qu'une toute petite partie des fonds qui sont accessibles à l'INATech et accessibles à la recherche, puisque les fonds du dépôt légal aujourd'hui représentent, eux, plus de 26 millions d'heures et ça croît, comme je vous le disais tout à l'heure, d'1,5 million d'heures par an. Sur le fonds du dépôt légal, je pense qu'il est important de souligner qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale possible. Et au-delà du fait de ne pas pouvoir exploiter ces fonds commercialement, il n'y a pas de possibilité de copie, même dans un cadre de recherche, pour justement rester dans le cadre de la loi. L'accès est réservé aux étudiants, chercheurs, universitaires, plus largement aux porteurs de projets de recherche et sur accréditation dans des lieux physiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et donc dans un cadre vraiment de recherche sans dérivé commercial derrière. Et on est vraiment dans le cadre de la loi, ce n'est pas l'INA qui bloque l'accès à ces archives. Et on est bien conscient que c'est très contraignant pour des personnes qui veulent travailler sur l'audiovisuel de ne pas pouvoir avoir de copie de ces émissions. C'est pour ça qu'on a mis en place un accompagnement et des outils qui permettent de capturer des images, de travailler sur la masse des données, de faire des statistiques sur les diffusions, etc., qui peuvent pallier un petit peu l'absence de copies possibles de ces documents audiovisuels. Je vais repasser la parole à Emeline pour que nous vous présentions la politique d'enrichissement des collections de l'INA qui vient compléter au fil des années les fonds qui se constituent dans le cadre du dépôt légal pur, on va dire. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, donc l'INA suit une politique d'enrichissement de ses collections à travers ce que l'on appelle donc les fonds tiers, c'est-à-dire qui ne sont pas issus du dépôt légal ou des archives professionnelles, des fonds tiers qui ont une finalité patrimoniale et ou commerciale et dont l'INA assure la conservation, la restauration, la sauvegarde, le cas échéant, et la mise à disposition en fonction des usages prévus et autorisés. Alors, parmi les exemples que l'on peut donner, on a essayé évidemment de cibler des exemples autour du périmètre qui nous semblait peut-être celui le plus pertinent pour vous. Évidemment, ce ne sont que des exemples. Donc, on cite, par exemple, l'Opéra de Paris et les théâtres nationaux, où on peut avoir accès à la captation de spectacles vivants, captation des performances de ballets. Mais nous avons également des fonds comme le fonds Rwanda Anne Agion, qui est une réalisatrice franco-américaine qui a filmé l'expérience de réconciliation et de justice au Rwanda avec une attention particulière sur le rôle et le fonctionnement des tribunaux communautaires. Et nous sommes, nous pouvons mettre à disposition des chercheurs l'intégralité des rushs, et sur un volume d'à peu près 350 heures qui documente ce moment particulier de la justice internationale, en l'occurrence c'est le fonds Rwanda. Autre fonds dont on avait envie de vous parler pour donner des exemples, c'est le fonds Rivonia, qui est issu d'une collaboration entre l'INA et l'Afrique du Sud, et il s'agit du procès de Rivonia, qui a abouti en 1964 à la condamnation de Nelson Mandela et de 9 autres leaders de l'ANC, et où l'ensemble des audiences étaient enregistrées dans un format audio très spécifique, qui est un dictabelt. Et l'Afrique du Sud a mobilisé l'INA, qui a elle-même mobilisé le CNRS pour assurer la lecture et la numérisation de l'intégralité de ces fichiers audio qui retracent ce procès historique. Intégralité et intégrité aussi, puisque lors de la numérisation,
a été gardé, tout ce qui donnait à entendre aussi l'ambiance de la salle. Ce qui me permet par ailleurs voilà, de dire un tout petit mot sur l'expertise aussi technique que l'INA a pu développer et sa volonté aussi de transfert de technologie auprès de différents partenaires. Haute collection pour des partenariats mixtes ou commerciaux. Donc là, on est vraiment dans des collections de visuels patrimoniales ou qui étaient considérées comme en danger avec vraiment une volonté de sauvegarde. Et puis, on a des collections qui sont des collections plus mixtes, commerciales et patrimoniales. Et là, on vous a cité le fonds Thierry Ardisson, par exemple. Alors, pour vous donner quelques exemples, pour illustrer un petit peu le propos, évidemment, on aborde une thématique qui a fait l'objet, je crois, d'excellents tests très récemment et de plusieurs webinaires sur les grands procès pour crimes contre l'humanité. Nous avons évidemment l'enregistrement audiovisuel intégral des 3 procès pour crimes contre l'humanité qui sont déroulés en France. On s'inscrit dans le cadre de la loi de juillet 85 visant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. Donc, loi que l'on doit regarder sur Robert Badinter, numérisée, accessible, évidemment, dans nos centres de recherche. Cependant, et effectivement, voilà, ça fait partie de ces grands corpus qui sont extrêmement pertinents, qui ont une intégralité, une exhaustivité dans la captation, mais c'est vrai que l'on peut également, la télé donne également à voir des instants d'audience dans différents dispositifs d'une justice parfois beaucoup plus quotidienne, à travers des documentaires qui ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles, ou même plus récemment, le nouveau magazine de France 3, Justice en France, qui va donner à voir la machine judiciaire et qui entre dans la suite du projet porté par Éric Dupond-Moretti de faire entrer les caméras de télé dans les tribunaux avec la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et qui donne à voir dans une volonté presque pédagogique de transmission de fonctionnement du système judiciaire qui donne à voir des images d'audience. On a, à travers les différents événements qu'on a pu organiser dans l'histoire de l'INA, on a eu un certain nombre aussi d'événements qui ont pu accompagner, par exemple, la numérisation et l'accès des 3 procès pour crimes contre l'humanité. Ces événements sont également captés et peuvent être consultables dans nos centres de consultation, ce qui donne aussi une idée de voir comment de tels sujets, de tels événements patrimoniaux ont été saisis par les chercheurs et par la communauté scientifique. Donc, voilà, d'histoire aussi de comment ces fonds ont été appréhendés dans différents cadres. Sur le dépôt légal du web, je vais laisser la parole à Anne. Alors, oui, je pense que c'est assez peu connu, en fait. C'est une archive qui est assez jeune, en fait, puisque la loi sur le dépôt légal du web date de 2006. Et il a commencé de façon expérimentale à l'INA en 2009. Avant le décret de 2011. Donc, je disais tout à l'heure que la BNF et l'INA se partagent cette collecte du web français. L'INA gère la partie audiovisuelle. Donc, à ce jour, nous avons plus de 29 000 sites web d'archivés. Quand on parle d'archivage du web, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces sites sont aspirés et on peut y naviguer de façon assez fluide, comme si le site était encore vivant, alors que parfois le site n'existe plus depuis plusieurs années. Donc, cette collecte, elle a commencé sur ces sites. Elle a ensuite pris en compte d'autres objets web, par exemple Twitter, qui a été archivé entre 2014 et 2023, date à laquelle Twitter a fermé, enfin X a fermé les portes à la collecte, en fait. Donc, sur Twitter, nous avons archivé des comptes de personnalités des médias et nous avons également archivé des
tweets en lien avec des hashtags autour d'événements qui ont eu un fort retentissement dans les médias. Par exemple, autour des attentats. Ça, ce sont des collectes d'urgence qui ont été faites quasiment en temps réel quand, hélas, il y a eu des attentats parce que nous avons de longue date des groupes de recherche qui travaillent sur cette matière. Donc, l'équipe du dépôt légal du web a été très mobilisée là-dessus. Mais nous avons également collecté des tweets autour de hashtags comme les gilets jaunes, par exemple, les manifestations des gilets jaunes, ou bien autour du hashtag féministe balance ton porc, qui a fait suite au hashtag MeToo, qui n'est pas un hashtag français. Donc, sur des thématiques assez diverses, mais qui ont toutes un retentissement dans les médias, et nous vous donnerons par la suite un exemple concret autour de l'affaire Jacqueline Sauvage. Nous collectons aussi des vidéos issues de plateformes comme YouTube ou comme Dailymotion. Il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup de plus en plus d'ailleurs d'objets web natifs qui ne sont jamais diffusés à la radio ou à la télévision, par exemple des podcasts, et qu'il est important de les collecter et de les conserver. Certaines thématiques sont absentes des grands médias, mais peuvent trouver une place et une caisse de résonance sur le web. Enfin, de toute façon, n'existe pas en dehors de ce média web. Donc, nous avons un rôle important dans leur sauvegarde. La dernière archive en date qui est en train de se faire est vraiment dans un cadre expérimental pour l'instant. C'est l'archivage de chaînes Twitch. Donc, voilà, diverses et variées, que ce soit des chaînes liées à des jeux vidéo, à des chaînes d'ASMR, des chaînes de cuisine. Enfin, voilà, c'est la diversité qu'on essaye d'appréhender à la fois dans un processus technique et dans un processus de description documentaire, parce que c'est une archive qui bouscule un petit peu nos codes et nos habitudes. Pour finir, oui, cette archive est le site le plus ancien, la capture la plus ancienne date de 1996. Tout ce qui est antérieur à 2009 nous a été versé par la fondation américaine Internet Archives, qui a effectué une collecte du web mondial quasiment depuis ses débuts, mais en passant assez peu souvent sur chaque site, évidemment, puisque son périmètre était extrêmement important. Et donc, c'est pour ça qu'elle nous a versé ce qui correspondait à notre périmètre et qu'on peut faire remonter cette archive aux années 90. Pour finir sur ce périmètre, nous avons aussi des archives écrites. On ne va pas s'étendre dessus, mais des monographies, des collections de périodiques spécialisées, des donations et des versements d'archives écrites faites par des personnes qui ont vraiment fait l'histoire de la radio-télévision. Et il y a aussi une collecte volontariste de ces archives. Hein. Les dernières collectes en date tournent autour des costumiers de la télévision, des créateurs de costumes, et donc ce sont des dessins, des échantillons de tissus, des projets, des photos de plateau, des photos de tournage, donc des archives auxquelles on ne pense pas forcément, des archives syndicales, des archives de la recherche aussi. Et donc, c'est un fonds assez important. On a aussi des documents diffuseurs qui sont versés par les chaînes. C'est une obligation légale. Et on collecte tout ce qui peut documenter l'envers du décor, en fait, la genèse des émissions, la politique de programmation des chaînes, la façon dont les chaînes présentent leurs émissions. Et c'est une archive assez originale aussi et en volume assez importante. On a, pour finir, des travaux universitaires déposés par les usagers en lien avec
des usagers qui ont travaillé sur nos sources et donc en lien forcément avec nos collections. On peut citer quelques thèses, par exemple, même s'il n'y a pas que des thèses, hein, il y a des mémoires de maîtrise, de DEA et puis de master par la suite. Donc, on peut citer les scénarios télévisuels de la justice du crime contre l'humanité en France, qui est une thèse en sciences de l'information et de la communication soutenue en 2003 par Sandy Scosi. On peut citer la justice en résistance, la médiatisation de la récidive criminelle soutenue en 2013 par Isabelle Huré, donc en Infocom également. Et on peut citer du crime de guerre aux faits divers, la justice pénale, un enjeu politique dans le cinéma français en 2018, thèse de doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles soutenue par Daniel Morgan. Bon, je ne cite pas celle d'Emeline pour ne pas la gêner, mais nous l'avons aussi en consultation. C'est précieux pour les étudiants qui travaillent sur nos collections parce qu'ils ont accès à des méthodologies, ils ont accès à des travaux qui se sont faits antérieurement. Ils voient aussi d'où ils partent et si le sujet a été déjà traité ou pas et sous quel angle. Et donc, c'est vraiment une ressource importante à conserver et à communiquer. Alors, je vais vous dire juste quelques mots sur les outils de la recherche. Tout à l'heure, Emeline parlait de la découvrabilité des collections. C'est vrai que c'est l'une de nos grandes préoccupations. Comment décrire ces 28 millions d'heures, sachant que si la description est mauvaise ou partielle ou n'est pas faite, eh bien, ces archives sont irrémédiablement perdues. Donc, sans détailler, on peut dire que l'INA a mis en place un dispositif de description qui est assez original et qui est assez complet. Depuis les débuts du dépôt légal, on identifie dans nos bases de données toutes les émissions qui sont diffusées sur les chaînes qu'on conserve. Elles sont identifiées par un catalogage minimal avec des titres, la chaîne de diffusion, la date, les horaires précis, les genres aussi. C'est une porte d'entrée importante. Est-ce que c'est du journal télévisé, du débat, du magazine, du documentaire, de la fiction, etc. Et c'est le stade le plus simple de la description documentaire, mais évidemment, il y a d'autres strates de description qui sont faites par la suite. Donc, on va décrire les émissions dans leur intégralité et on va décrire, lorsque c'est nécessaire, chacune des sous-parties. Donc, vous avez ici, par exemple, la notice documentaire descriptive d'un journal télévisé de novembre 2017, avec à gauche tout ce qui concerne le journal dans son intégralité, le générique, les auteurs de ce journal, le réalisateur, la présentatrice, le responsable éditorial, etc. Et puis, vous avez à droite la description d'un sujet de ce journal télévisé sur le combat judiciaire pour la défense des animaux. Et vous voyez que toutes les zones qui sont utilisées pour décrire ce sujet, donc les titres, mais aussi donc les génériques avec les auteurs, les participants, les personnes qui sont interviewées, et également, là c'est pas le cas, mais on indexe, on décrit tous les interprètes lorsqu'il y a des œuvres musicales par exemple. On va aussi apposer des mots-clés thématiques, des descripteurs, qui sont des descripteurs normalisés, issus d'un thésaurus. On va faire une description qu'on appelle un chapeau, qui est une description courte, pour les sujets courts, qui à la fois s'attachent au fond et à la forme, puisqu'on essaye d'indiquer de quoi il est question, mais aussi quelle forme cela peut prendre. Est-ce qu'il y a des images d'archives, des images infographiques, est-ce qu'il y a des interviews, etc.
Et on collecte aussi les descriptifs fournis par les chaînes, faits par les chaînes. Par exemple, sur certains journaux télévisés, nous avons les textes des prompteurs, des présentateurs qui sont versés par les chaînes. On peut avoir des résumés producteurs sur certains types d'émissions. Et toutes ces données sont interrogeables, hein, et on peut évidemment combiner plusieurs critères entre eux pour avoir des interrogations de la plus simple à la plus complexe. On a choisi de vous donner quelques exemples des thématiques qu'on peut aborder à travers ces collections. On pourrait considérer que ce sont des petits corpus, en fait, à la fois pour mettre en valeur pas seulement la thématique, mais aussi la diversité des types d'émissions qu'on peut trouver autour d'une thématique. Et du coup, je vais repasser la parole à Evelyne qui va vous les présenter. Merci beaucoup. Oui, effectivement, l'idée était de trouver un fil rouge, une thématique qui permette de vous montrer la diversité des objets audiovisuels sur un sujet particulier, sans aucune, évidemment, prétention à l'exhaustivité, mais pour aborder avec vous autour, alors en l'occurrence ici, nous avons choisi l'abolition de la peine de mort parce qu'il nous permettait d'avoir une appréhension judiciaire, une appréhension législative, sociale, médiatique de ce parcours vers l'abolition de la peine de mort. Alors, voilà les éléments que l'on peut sortir de nos bases pour montrer la diversité des dispositifs médiatiques qui ont été mis en place avant l'abolition. Et puis, on va défiler un petit fil chronologique. Les deux premiers exemples que l'on a voulu vous montrer sont issus d'une série de la justice des hommes qui va, donc pour le premier, qui est diffusé en 1960 et qui, c'est une série qui s'appelle La justice des hommes et qui va retracer les 40 minutes entre le réveil des condamnés et l'exécution de la peine capitale. Et donc, c'est une modalité de documentaire avec des interviews du gardien, du responsable du centre pénitentiaire, qui montrent tout ce cheminement, et c'est assez poignant d'ailleurs, vers l'exécution. Le deuxième exemple que l'on vous donne, 11 ans plus tard, c'est aussi une série, alors qui s'appelle, une collection qui s'appelle Procès, alors qui est assez intéressant dans son dispositif, puisque Procès est entre le magazine et le débat et va embrasser une thématique qui traverse l'espace social. Alors, est-ce qu'il faut la majorité à 18 ans, par exemple, et qui va mimer un procès pour mettre en scène un débat, et avec des jurés, qui sont des jurés issus de la société civile qui vont donner leur avis. Et il y avait un procès, un épisode, un numéro de procès qui a été consacré à l'abolition de la peine de mort. Et si vous regardez les dates de diffusion, nous sommes à quelques jours du drame de Clairvaux, où 2 détenus prennent des otages, et une infirmière et un gardien. Et c'est le début de l'affaire Buffet-Boutens, dans lequel Robert Badinter sera évidemment très impliqué et qui sera le début effectivement de la geste abolitionniste. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif aussi, c'est qu'il y a 2 avocats, Maître Pollack et Maître Sarda, qui vont plaider pour ou contre la peine de mort dans un contexte social extrêmement tendu, comme vous pouvez le deviner, le tout avec Étienne Moujotte comme président de cour, débat. Donc voilà, donc un dispositif tout à fait étonnant, où le procès devient un lieu de débat, et un lieu de débat sur un enjeu qui est un enjeu évidemment éminemment judiciaire. Ensuite, parmi les autres occurrences que l'on a pu trouver pour montrer la diversité, on a évidemment les entretiens, notamment en 78, Robert Badinter qui va répondre, qui va donner des entretiens autour de la peine de mort, où on voit aussi qu'il y a tout un enjeu auprès de l'opinion publique dans cette question-là. Et puis ça va être l'interview de Robert Badinter qui annonce le projet de loi sur l'abolition, le débat,
qui est capté et retransmis, c'est la retransmission de la séance à l'Assemblée nationale. Et puis on a voulu aussi aller jusqu'à la déclinaison fictionnelle, avec une fiction télévisuelle en 2 parties qui va retracer, avec Charles Berling qui incarne Robert Badinter, et qui est une adaptation du livre de Robert Badinter, qui va retracer voilà, ce parcours vers l'abolition. Évidemment, on vous a également mis des éléments issus de la radio, hein, donc le journal parlé par exemple, ou avec les interviews de Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, ou sur France Inter pour le 25e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, pour voir comment sont documentés tout ce parcours, et puis la mémoire aussi de ces événements-là. Par ailleurs, et c'est un point qui est assez intéressant, l'INA, en tant que média patrimonial, conserve bien sûr les archives audiovisuelles, mais participe aussi à la construction de la mémoire de demain, avec notamment une grande collecte d'entretiens filmés auprès de personnalités qui ont marqué le siècle, toutes disciplines confondues. Entretiens filmés au long cours sont des entretiens qui durent plusieurs heures, qui sont disponibles en ligne, entièrement retranscrits, entièrement chapitrés, entièrement annotés, et donc c'est une série qui s'appelle Figures du siècle, c'est composé Figures du siècle. Et dans cette collecte d'archives orales, Florence Descamps est membre du comité d'experts, nous avons la chance d'entendre et de voir Robert Badinter ou encore Henri Leclerc qui, pour des personnalités qui ont marqué le siècle et qui vont revenir autrement, selon un autre dispositif qui n'est pas exactement l'interview plus courte, journalistique, sur ces parcours de vie. Comme l'annonçait tout à l'heure Anne, on a pris un deuxième exemple de recherche qui nous semblait particulièrement intéressant parce qu'il va mobiliser aussi, parce qu'on est dans un cadre médiatique qui est effectivement qui a largement évolué, et parce quand on voit les sujets d'actualité, la volumétrie des sujets d'actualité qui abordent donc cette affaire de Jacqueline Sauvage, qui est donc une affaire de meurtre, qui a tué son mari et qui a été condamnée. Alors à la suite, la défense a été affirmé qu'à la suite de violences et d'abus sexuels répétés, et donc cette femme avait abattu son mari, et donc il y a eu un procès en assises où elle a été condamnée à 10 ans, si je ne me trompe pas, et puis recondamnée à nouveau en appel, et qui a bénéficié d'une grâce partielle par le président Hollande en janvier 2016, et une grâce totale en décembre 2016. Cette affaire-là nous semble particulièrement intéressante parce que, évidemment, elle va mobiliser beaucoup de volumétrie, et là, vous voyez les chiffres sur les sujets d'actualité, va susciter beaucoup de débats, va susciter beaucoup de reportages, va également aussi être interprété, par exemple, dans la semaine des Guignols, des magazines dans des formats d'information comme les chaînes d'information continue, une fiction. Jacqueline Sauvage, campée par Muriel Robin, c'était lui ou moi. Et puis, c'est alors là, on a noté, excusez-moi, vous avez ici des graphiques qui permettent d'appréhender la volumétrie des fonds qui permettent d'être générés par les outils Mediacorpus pour aussi, quand il y a une grosse volumétrie de documents, de pouvoir voir des médias émergents sur certaines thématiques, voir aussi voilà, les pointes. Alors on voit bien la pointe de 2016 qui est le moment de la grâce présidentielle, par exemple. Et puis c'est une affaire qui a mobilisé aussi beaucoup des objets, des médias numériques, et c'était aussi l'occasion de vous montrer comment un corpus peut aussi entrer en résonance avec Twitter, et on voit qu'il y a presque 8000 tweets avec des pics de tweets en février et en décembre 2016, en octobre 2018 et en juillet 2020, sachant par ailleurs que cette affaire a beaucoup mobilisé l'opinion publique, notamment via
une pétition en ligne et avec effectivement Twitter qui a été très, très mobilisé. Et là, vous avez quelques exemples. Évidemment, c'est pour montrer comment nos différents fonds peuvent aussi entrer en résonance pour comprendre aussi la construction de cette affaire et la construction de cette résonance médiatique. Sur les outils de recherche. Juste pour un mot sur les outils, effectivement dans les centres INA dits experts, c'est-à-dire le centre parisien et les délégations régionales, on propose des outils un peu vieillissants mais qui néanmoins ont vraiment de grandes capacités dans l'analyse l'accès aux données mais aussi leur analyse, et qui font l'objet d'une médiation de la part des documentalistes qui travaillent dans les différents lieux et qui donc sont des outils qu'on est en train d'ailleurs de refondre, sur lesquels on est en train de travailler. Donc, Hyperbase donne accès aux bases de données. Mediacorpus, comme Emeline le disait, permet d'effectuer des analyses statistiques et de se créer sa propre base de données et son propre corpus autour d'une thématique. Donc, de pouvoir annoter ces documents, de pouvoir les trier, de pouvoir voilà, y avoir un accès un peu différent. Mediascope, c'est un outil de visionnage et d'écoute, mais il permet également d'annoter le flux des documents audiovisuels, parce que c'est vrai que c'est aussi une des difficultés de l'analyse de ce type de document, le fait que ce soit un flux continu qui n'est pas du tout, sur lequel on manque de repères. Et donc les usagers, chercheurs, étudiants ont accès à un environnement de travail numérique personnel, un compte auquel ils peuvent retourner régulièrement. On a des outils plus récents qu'on a déployés dans une cinquantaine de lieux décentralisés. C'est un poste de consultation multimédia sur lequel on a travaillé pour faciliter une consultation en autonomie aux usagers qui sont dans ces lieux, qui sont des médiathèques, des bibliothèques universitaires et également des centres d'archives, des archives départementales et également des cinémathèques, puisque nous avons un partenariat avec le CNC pour mettre en consultation leurs fonds numérisés via cet outil de recherche. Ça, c'est le deuxième dispositif. Et le troisième peut être intéressant, c'est le catalogue du dépôt légal, donc l'URL catalogue.ina.fr. Il donne accès à l'intégralité de notices documentaires du dépôt légal. Donc aujourd'hui, on est à plus de 60 millions de notices, me semble-t-il, donc qui décrivent des émissions, des collections d'émissions et des sous-parties d'émissions, enfin comme je le disais tout à l'heure. Donc, il est en ligne et il permet également, en utilisant certaines facettes, comme les facettes sur le genre, sur la thématique, la chaîne ou le statut de diffusion, d'avoir une première vision des résultats de recherche autour d'une thématique et de voir un petit peu la typologie des résultats sur quelle période historique, quelle chaîne, etc. C'est une obligation légale de publier ce catalogue, mais par ailleurs, c'est vraiment une vitrine pour nos collections. Et il est très utilisé. Il ne donne pas accès aux médias, il donne vraiment accès aux notices documentaires. C'est un premier pas vers l'accès à nos collections. Alors, pour finir notre présentation, on souhaitait vous dire un mot sur le lab INA qui existe depuis 2 ans et qui accompagne des chercheurs et des étudiants sur des usages un peu innovants de ces données.
qui a deux axes principaux de recherche. Le premier, c'est l'analyse massive de documents, avec un travail sur des centaines de milliers, voire parfois des millions de notices documentaires, ce que nos outils classiques ne permettent évidemment pas. Donc, on est vraiment dans le big data. Le deuxième axe, c'est le fait de pouvoir travailler sur cette archive avec des outils innovants, par exemple des outils de transcription automatique, des outils de segmentation automatique ou des outils de reconnaissance d'objets dans les vidéos. Hein. Pour vous donner juste quelques exemples de thématiques qui ont été ou qui sont en train d'être travaillées, eh bien, vous les avez à l'écran, hein, par exemple la représentation du nucléaire ou la médiatisation des chômeurs. Donc, vous imaginez que ce sont des sujets qui ont été traités d'abord sur une période historique très importante et puis sur de nombreux médias sous différentes formes et que du coup, ça a fait une volumétrie de notices très importante. On peut citer aussi un travail en cours d'une chercheuse associée qui s'appelle Maëlle Stricot, qui travaille sur qui a fait sa thèse dessus. Sa thèse en économie, une partie de sa thèse en économie concerne la médiatisation des procès pour des violences sexistes et sexuelles et leur effet sur le nombre de plaintes et du coup aussi leur effet sur le traitement judiciaire apporté à ces plaintes. Donc, Maëlle Stricot a travaillé avec le lab justement pour pouvoir manier ces informations massives en fait issues des notices documentaires et du descriptif apporté au sujet documentaire. Un autre exemple qui est assez parlant, c'est par exemple l'étude des mobilités douces dans la série Plus belle la vie. Donc la série Plus belle la vie, c'est une série qui existe depuis maintenant une dizaine d'années et qui est diffusée quotidiennement, me semble-t-il. Donc en fait, il y a à peu près un corpus de 5000 fictions, petites fictions, et en fait, grâce à l'outil Snoop qui permet de repérer des objets, ils vont essayer de repérer tout ce qui concerne les mobilités douces, c'est-à-dire vélo, trottinette, roller ou marche à pied ou course, enfin voilà, toute la représentation de ces mobilités alternatives et écologiques. Et voilà, évidemment, ça ne serait pas possible sans l'aide de l'IA puisque il y a forcément un temps incompressible de visionnage et d'analyse et que ça prendrait vraiment des années pour y arriver. Donc, c'est juste pour dire qu'on met en œuvre du coup des outils qui permettent d'analyser autrement l'archive. Hein, donc, je parlais des transcriptions, la reconnaissance des locuteurs, ça peut être aussi l'une des possibilités, la lecture, l'ossérisation des textes incrustés dans les vidéos. On a développé un outil à l'INA qui s'appelle INA Speech Segmenter et qui permet de reconnaître la parole, mais aussi le genre du locuteur, donc de découper le son en locuteur féminin, locuteur masculin, musique, bruit, silence, et donc d'analyser les émissions au prisme de ces données. Et du coup, c'est un logiciel qui est par exemple mis en œuvre dans le projet Gender Equality Monitor, qui est accompagné par le service valorisation scientifique et qui s'intéresse à la place des femmes et du discours féminin dans les médias.
Donc voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu aussi de ce vers quoi se dirigent aussi nos recherches et donc accompagnement qui peut être fait de ces projets, donc par la structure du lab si nécessaire, ou bien par l'INATEC si la recherche est plus simple, on va dire. Je voulais aussi vous indiquer l'existence du projet data.ina.fr qui est en ligne et qui permet de rechercher dans les transcriptions de journaux télévisés et de tranches d'informations de radio et de chaînes d'informations en continu des personnalités ou bien des mots ou des locutions et donc d'avoir une représentation graphique du nombre d'occurrences de ces personnalités ou de ces expressions dans l'information en ligne. Les archives mises à disposition recouvrent les 5 dernières années, mais on va bientôt passer aux 10 dernières années et ça va aller en augmentant au fur et à mesure que les corpus d'émissions vont être transcrits. C'est une approche complètement alternative de l'archive et qui du coup ne passe plus du tout par une description humaine, enfin apportée par la documentation, mais est entièrement basée sur l'exploitation de l'intelligence artificielle. Bon, ça, ce sont juste 2 exemples, encore une fois, de cette approche statistique des sujets. Là, c'était un produit qui n'existe plus, qui était le baromètre thématique des journaux télévisés. Il y en a eu 2 qui étaient consacrés à la justice et voilà, aux affaires juridiques. C'est une approche quantitative que permet la volumétrie des bases de données et l'exhaustivité de la collecte et de la description de ce qui est diffusé à la télévision. Donc, je pense que c'est assez intéressant à noter et à avoir en tête quand on fait une recherche. Je te repasse la parole, Émilie, pour finir. conclure sur cette dernière image, effectivement, c'est la richesse et la diversité des fonds nous sont amenés à réfléchir à des manières de montrer par des thèmes comment on pouvait aller chercher dans nos collections. C'est ainsi qu'on a mis au jour un guide des sources thématique qui permet, qui est une porte d'entrée thématique dans nos fonds et qui permet d'appréhender une thématique, alors souvent de manière thématisée, de manière chronologique, comme porte d'entrée de nos fonds. Le monde judiciaire dans les collections de l'INA vous donnera vraiment une idée beaucoup plus large de ce que l'on peut appréhender, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout, on vous a pas parlé des émissions par exemple juridiques ou qui mettent en scène des conseillers juridiques ou qui pourraient aussi être un sujet extrêmement intéressant, comme le personnel judiciaire et les médias, qui est aussi une porte d'entrée du guide des sources que vous pouvez consulter en ligne. Nous avons évidemment donc le site de l'INATEC et le carnet de recherche hypothèse qui permet de garder trace de certaines thématiques, certaines expériences pédagogiques menées à l'INATEC, mais aussi de certaines explorations de fonds par nos partenaires chercheurs, comme par les documentalistes ou les chargés de mission qui ont accès à ces fonds et qui souhaitent ouvrir des portes de recherche interdisciplinaires sur nos fonds. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Bon, j'ai pris à peu près 5 pages de notes. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Ma première question, c'est vraiment une question de curiosité par rapport à ce à quoi on a accès à distance, le guide des sources, le catalogue. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que pour avoir accès
au matériau lui-même, là, on va sur les différents sites dont vous nous avez parlé au début. J'ai bien compris? Oui, tout ce qui accompagne la recherche, donc les guides des sources, le catalogue en ligne est accessible en ligne. En revanche, les médias ne peuvent être consultés, c'est une obligation légale, que dans les centres de consultation. D'accord. Les centres de consultation, c'est peut-être les centres partenaires, l'INATEC et les délégations. Tout début, quand vous avez parlé des plans de sauvegarde, alors c'est vrai que cette histoire matérielle de vos sources, elle est vraiment intéressante. Et à un moment donné, sur le visuel que vous nous proposiez, j'ai repéré deux mots, c'était la priorisation et les choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez nous dire que vous avez dû faire des choix de conservation. Comment ça se passe, ça en fait, quels sont les critères que vous avez pu mettre en œuvre? C'est quelque chose qui nous intéresse en histoire du droit parce qu'on travaille évidemment sur de l'archive produite par l'institution et cette réflexion que mène l'institution elle-même pour savoir ce qu'elle va conserver et puis ce qu'elle va détruire ou laisser ou dont elle va abandonner la conservation, évidemment que c'est intéressant. Comment ça s'est passé, ça? Alors, en fait, on a travaillé sur deux axes. Le premier, c'est de sauvegarder les supports les plus en danger de façon immédiate. Donc, ça s'intéressait presque pas au contenu enregistrés sur ces supports, mais simplement aux supports eux-mêmes. Donc, c'était vraiment une urgence matérielle. Après, au fil des projets portés par l'Institut, il y a des sauvegardes qui ont pu se faire par grande collection. Justement, au fil de projets de valorisation, on a pu souhaiter reprendre, par exemple, la collection Aujourd'hui Madame, qui est une collection emblématique des magazines féminins diffusés l'après-midi à destination d'un public majoritairement féminin. Bon, un magazine féminin, c'est évidemment très réducteur, mais enfin, c'était quand même le projet de cette collection. Donc, on a aussi travaillé voilà, sur la restauration et la sauvegarde de collections qui reflètent les grandes émissions, les émissions emblématiques, encore une fois, de la radio, de la télévision française. Ça, c'était vraiment avant la mise en place du dépôt légal, puisque à partir du moment où le dépôt légal a été mis en place, on vise et on tend vers l'exhaustivité, même si évidemment ça n'est pas possible, mais on ne fait pas de choix justement. On essaye de ne pas faire de choix. Après, il est vrai que les choix vont se faire plus au niveau, non pas de la sauvegarde, puisque tout est capté, tout est conservé, mais de la description documentaire. Et par exemple, les chaînes d'information en continu sont décrites de façon beaucoup plus légère que les grandes chaînes historiques. Par exemple aussi certaines chaînes, mettons des radios musicales qui ne diffusent que des disques ou avec très peu de magazines vraiment vivants, etc., ne sont pas décrites dans le détail du tout. On a accès à ces archives. On a une description un peu macro des programmes sous forme de collection, mais on ne va pas décrire dans le détail chaque émission. Donc, ce sont plus des choix au niveau de la description documentaire qu'au niveau de la sauvegarde, puisqu'au niveau de la sauvegarde, on essaye de tout garder, en fait, même si c'est très ambitieux et très utopique, peut-être. En tout cas, j'ai été vraiment surprise et c'était une bonne idée de nous présenter, de nous donner ces exemples à partir d'une affaire. J'ai été vraiment frappée effectivement par la diversité des contenus accessibles, à la fois du débat vivant, de l'émission de type entretien, et puis ce que j'ai particulièrement aimé, et moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le passage à la représentation fictionnelle. Et je crois que là, moi, pour mes recherches
personnel. Il y a deux choses qui vont me motiver pour venir vous voir. Évidemment, le TPY et l'ex-Yougoslavie et tout ce que l'on peut trouver dans vos archives concernant cette expérience de justice internationale. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le long terme, c'est-à-dire que le TPY, c'est 17 ans de travail judiciaire. Et quand vous évoquiez, vous nous avez montré là ça m'a vraiment intéressé parce que moi, j'ai jamais travaillé comme ça. Mais c'est très intéressant cette approche statistique aussi et moi, sur les 20 ans de cette expérience judiciaire, ça peut être intéressant, cet éclairage, voir des moments où il y a eu une exposition médiatique, et je pense notamment en 2005, au moment où la vidéo des Scorpions a été produite, hein, et je sais qu'elle a été diffusée sur France 2, mais je me dis que peut-être autour de ce génocide de Srebrenica, il doit y avoir des choses passionnantes à aller regarder dans vos archives, et ça, vraiment, ça m'intéresse, et je pense que Louise sera d'accord. On voit qu'il y a vraiment des liens à faire avec Profil, là, par rapport à ce qu'on a entendu ce soir. Donc, je me disais, là, sur les baromètres thématiques, etc., c'est des choses auxquelles on a... comment vous avez pensé le choix des thèmes pour faire ces baromètres thématiques? Est-ce qu'il y en aurait d'ailleurs sur ces questions de justice internationale? Je pose la question comme ça par hasard. Ça, sur la justice internationale, je ne crois pas. Je laisse la parole à Anne qui les baromètres thématiques, c'est un produit qui n'existe plus, hein, qui a été remplacé justement par data.ina.fr, qui est basé sur les transcriptions, alors que les baromètres étaient basés sur une analyse de l'indexation humaine faite des journaux télévisés. Les thématiques, au fil du temps, enfin, il y a eu le baromètre a existé pendant une dizaine d'années, peut-être un peu plus, peut-être même plus. Hein. Les thématiques recoupaient des thématiques présentes dans les médias, enfin, essayaient de donner à voir effectivement des grandes... illustrer aussi les grandes thématiques présentes dans les médias. Et du coup, maintenant, c'est remplacé par un autre dispositif, data.ina, mais c'est vrai que cette représentation statistique peut donner des portes d'entrée aussi pour analyser certains sujets, même si ça pousse à s'interroger. Voilà, ça n'apporte pas vraiment de réponse, mais ça pousse à s'interroger sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça peut aussi aider à objectiver certaines impressions qu'on peut avoir sur ce qui est diffusé ou pas, quelle chaîne traite ou pas de quel sujet, quel média, la radio ou la télévision ou le web traite ou pas de quel sujet. Enfin, ça peut aider à objectiver dans des données chiffrées, même si les statistiques sont toujours un peu biaisées à prendre avec des pincettes. Mais oui, c'est un outil complémentaire qu'on propose pour accéder à ces collections, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les médias, enfin, autour de ces sujets. C'est particulièrement intéressant. Moi, je profite de ce moment, de ce rendez-vous pour... là, vous nous avez présenté des exemples qui sont non exhaustifs, et vraiment, j'insiste sur ça, puisque en fait, les collections de l'INA, elles peuvent être vraiment envisagées comme source première ou secondaire. Après, chacun, en fait, il trouve ce dont il a envie, autant pour développer des études un peu plus récentes en histoire du droit, comme l'étude sur le genre, mais ça peut être le médiévalisme, je pense par exemple, donc cette réception iconographique et des représentations, et je pense notamment à l'événement récent là, cette semaine de Pierre-Anne Forcadé à Orléans sur le médiévalisme, et puis les réceptions médiatiques d'une loi, d'un débat juridique, d'un débat politique, d'un événement international qui serait réceptionné en France. Moi, ma question, au-delà de cette incitation, ma question, c'est l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez
nous parler de cet accompagnement par rapport aux outils techniques et peut-être rassurer sur parce que ces outils peuvent faire peur. Et donc, ça peut être intéressant de voir comment l'INA aussi prend main dans la main les chercheurs pour découvrir ces nouveaux outils, les accompagner. Évidemment, n'ayez pas peur. C'est un premier message important, mais c'est un message vraiment important et je vais peut-être parler, je laisserai la parole à Anne qui vraiment est au cœur de la machine, mais moi je vais parler avec deux casquettes, qui est la casquette d'ancienne doctorante qui est arrivée à l'INATEC et avec l'idée qu'on allait appuyer sur un bouton et que tout allait sortir. Et non, non, mais tant mieux. Et c'est vrai que il y a il y a une volonté de médiation qui est nécessaire aussi parce que les fonds sont parfois sont pas si simples que ça à appréhender. Vous avez une présentation là, mais il y a donc des documentalistes qui accueillent les chercheurs. Il y a une première visite pour toute première entrée à l'INATEC, une première visite qui est en général axée sur le sujet de recherche que l'usager a renseigné. Et il y a un accompagnement qui peut être un accompagnement sur les bases, sur aussi parce qu'il y a des documentalistes qui travaillent depuis longtemps et qui peuvent parfois mettre aussi en résonance des sujets. Moi, je sais que je l'ai vécu. Hein. J'ai déjà reçu des mails de l'INA qui me disaient je n'ai pas encore votre réponse. En revanche, j'ai une autre réponse sur tel sujet et c'était extrêmement confortable là-dessus. Donc une réponse qui est une réponse de retour d'expérience ancienne, mais dont je constate que c'est encore très vivace et aussi voilà de côté fonctionnel. Mais je vais laisser la parole à Anne qui va en dire un petit peu plus de manière très très quotidienne. Ce que je peux peut-être dire, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà pour nous, l'accompagnement à la recherche, il commence avec les étudiants de licence, hein, parce que je pense que c'est important aussi de ne pas forcément attendre d'être en M2 ou en thèse ou pour faire cet apprentissage dans la connaissance de ces sources. Donc, on essaye vraiment de faire de la vulgarisation au niveau de ces sources et ces outils. C'est sûr que nos outils sont complexes et alors les étudiants aujourd'hui ont plus l'habitude des moteurs de recherche type Google que des outils qui permettent d'interroger les bases de données. Donc, c'est un combat quotidien pour essayer de leur faire comprendre que en fait, le web est un écran de fumée, qu'on tape une requête et qu'on a des résultats, mais on ne sait pas pourquoi, et que nous, nos outils sont des outils qui essayent de donner une vision scientifique des choses. Justement, on a des résultats, on sait pourquoi on les a, on peut les chiffrer. Si on répète la requête 3 ans après, on a toujours les mêmes résultats. Si c'est avec les mêmes critères, ça n'a pas changé. On peut avoir une objectivation de ces résultats de recherche. Donc, oui, effectivement, on fait un accompagnement. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'inciter les étudiants à être imaginatifs et aussi d'aller au-delà de ce que leur propose aujourd'hui Internet. C'est vrai qu'en matière audiovisuelle, il y a déjà une offre pléthorique en ligne, mais justement, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas l'intégralité de ce qui existe. Et c'est dommage de s'en contenter. Et puis aussi d'avoir une curiosité par rapport à la diversité des typologies audiovisuels qui existent. On va les inciter à travailler sur la publicité, sur les fictions dont vous parliez. Et encore, il y a différents types de fictions. Ça peut être les fictions télévisuelles, ça peut être aussi les fictions cinématographiques, ça peut être, pourquoi pas, les fictions radiophoniques. Donc, on les incite
aussi à considérer les médias avec un regard justement critique, un regard de chercheur et pas un regard de consommateur, téléspectateur ou auditeur pur. Vraiment leur dire que ici, on ne vient pas regarder la télé, on vient travailler sur des objets audiovisuels et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire comme accompagnement modestement. Et c'est pas, on n'est pas au bout de nos peines en fait, parce que c'est vrai que ce sont des médias, toute archive est difficile d'accès, mais l'archive médiatique qui en fait a plusieurs niveaux puisqu'il y a l'image, il y a le son, il y a le contexte de diffusion, il y a le contexte de réception, est encore peut-être plus complexe. Donc voilà. Et juste, non, excuse-moi, juste pour finir, on essaye aussi d'ouvrir à d'autres disciplines. On a, par exemple, ces dernières années, des étudiants ou étudiantes en architecture, en urbanisme, des étudiants en musicologie. Enfin, il y a une nouvelle appétence un petit peu pour ces sources qu'il n'y avait pas avant. On a aussi des publics un peu alternatifs, par exemple des danseurs de hip-hop, des jeunes formés à la danse hip-hop qui viennent consulter des archives autour de cette discipline. Donc on essaye aussi de montrer que pour des disciplines un peu diverses et variées, il peut y avoir dans ces médias généralistes et qui brassent énormément de sujets de société, même des sujets scientifiques. On a des mathématiciens, on a un professeur en chirurgie qui vient voir des opérations des années 60. Enfin, toutes les ressources peuvent s'adresser à des publics extrêmement divers. Donc voilà, c'est un peu cet accompagnement qu'on essaye de faire et inciter à la curiosité par rapport à ces sources dans lesquelles voilà, on peut trouver des choses qu'on ne soupçonnerait pas. Par exemple, l'émission dont Emeline a donné la référence, là, la mise en scène de l'abolition de la peine de mort sous la forme d'un procès avec des jurés tirés au sort, avec des vrais avocats. Enfin, c'est improbable. Et en même temps, ça a été donné à voir à un public, ça donne une représentation de la justice, ça fait vivre le débat. Oui, exactement. Ça fait vivre le débat autour de l'abolition de la peine de mort. Enfin, ça a plein de qualités et de. Ouais. Non, c'est vrai qu'on peut être, on est très surpris par la richesse des fonds, évidemment, et pour compléter et dire autrement ce que dit Anne dans l'accompagnement des usagers, il y a évidemment un accompagnement technique dans l'appréhension des bases et des outils, ce qui est absolument normal et qui est un accompagnement très pointu et très quotidien, mais de manière générale, je pense, d'accompagner les usagers, quelle que soit leur discipline, quel que soit le degré d'appréhension de l'archive, qu'elle soit première, secondaire, à rentrer dans la profondeur historique de ces archives, à critiquer ces archives comme toute source, à en comprendre le contexte de diffusion, le contexte de production, les enjeux symboliques, les enjeux économiques. Et ça, c'est ce cadre-là qu'on peut guider les usagers, voilà, à entrer dans ce monde de l'archive audiovisuelle et en faire un objet parfaitement légitime de recherche. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Je pose ma question, le temps qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Vous avez parlé des chaînes. Est-ce que vous avez des chaînes aussi liées à l'outre-mer? Parce que je sais qu'il y a donc Rachel, Tom et notamment aussi Maxime, je pense, qui peuvent être intéressés par ces territoires un peu hors hexagone. Comment, dans les collections de l'INA, vous avez de quoi peut-être intéresser des historiens du droit qui s'intéresseraient au droit soit un peu délocalisé, soit un peu mis à distance? Oui, évidemment, on en conserve, et je parle sous ton contrôle, Anne, toutes les chaînes ultramarines. On a un guide des sources qui a été publié également en 2 parties, qui va retracer effectivement tous ces fonds. Sur RFO, on en est où exactement?
Donc oui, les chaînes, enfin les fonds ultramarins, en fait, ont été considérablement enrichis ces dernières années par la numérisation des émissions issues des chaînes locales de RFO. Donc, ça a été un gros projet et ça faisait partie des priorités. Tout à l'heure, vous demandiez quelles étaient les priorités. Ces fonds qui avaient été conservés sur place, les stations les plus anciennes datent des années 60. Les fonds d'archives avaient été conservés sur place, pas forcément dans des conditions optimales. Et du coup, ce plan de sauvegarde s'est fait pour partie in situ avec une station itinérante de numérisation qui a tourné dans les différents DOM et TOM, et puis pour partie en métropole avec le rapatriement des fonds qui ne pouvaient pas être numérisés sur place. Ces fonds régionaux sont extrêmement riches, malheureusement pas toujours décrits de façon optimale. Ils représentent une volumétrie mais faramineuse. Et ils sont encore largement inexplorés. Donc, du coup, on voit apparaître dans les collections et dans le catalogue des émissions des chaînes locales, hein, donc Martinique Première, Guadeloupe Première, etc. On a également capté RFO au niveau national, qui était la chaîne qui agrégeait un petit peu des contenus venant des différents territoires. On a aussi une partie de cette archive sur le web à deux niveaux. D'une part, on a les sites web des chaînes qui sont collectés. Et on a également lancé, par exemple, une collecte de radios ultramarines, donc des radios locales, qui, pour le coup, ne sont pas dans le périmètre de captation de la radio nationale, puisque c'est vrai que ça, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais notre périmètre d'archivage est a priori national, excepté pour les déclinaisons régionales de France 3 et celles de France Bleu. Mais c'est vrai que les radios locales ou les télévisions locales ne sont pas conservées. On ne va pas dans cette granularité. Par contre, le web peut parfois pallier cette lacune en conservant une trace de ces radios locales. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je n'ai pas entendu vraiment, parce que j'étais concentrée sur ma réponse. Non, c'était sur les fonds ultramarins, enfin, c'était sur les radios-télévisions ultramarines. Ah oui, donc voilà. Oui, j'ai répondu. Oui, donc on a conservé France O, et puis les chaînes du réseau Outre-mer, Outre-mer la première, et les déclinaisons. Oui. C'est vrai que ça a été un chantier prioritaire, effectivement, notamment à travers la publication des deux guides des sources qui vous donneront une idée un petit peu plus complète, que ce soit web ou fonds télé-radio. Et puis sur ces zones, j'imagine qu'en procédant comme vous avez procédé sur les affaires que vous avez prises comme exemple, on va pouvoir trouver tout un tas de reportages, tout un tas de documentaires, tout un tas d'images en fait qui concernent ces thèmes, même si elles ne sont pas des émissions produites directement par des chaînes de télévision locales. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans une certaine mesure, mais tout dépend de la période historique, en fait. Quand l'archivage était avant la mise en place du dépôt légal, l'archivage se faisait sur les productions et les coproductions des chaînes publiques. Donc, on n'archivait pas l'intégralité de la diffusion, mais uniquement ce sur quoi les chaînes avaient des droits et ce qu'elles souhaitaient donc conserver pour une éventuelle réutilisation. Donc, jusqu'en 1995, c'est ce qui a été conservé. Après la mise en place du dépôt légal, de 1995 à 2001, il y a encore eu une
petite subtilité qui était que l'on conservait les émissions ayant au moins 1% de production française, donc les émissions françaises en première diffusion. Et après 2001, et la mise en place de la captation intégrale 24 heures sur 24 et directe des chaînes, on s'est mis à conserver l'intégralité de la diffusion. Et du coup, on peut trouver maintenant des séries étrangères, des documentaires étrangers qui n'étaient pas pris en compte dans l'archivage, qui n'étaient pas conservés auparavant. Je n'en avais pas parlé parce que je ne voulais pas complexifier encore Mais vous voyez, ce dont vous ne parlez pas, on vous pose la question. Oui. C'est vrai que bon, il y a eu différents critères effectivement d'archivage et de conservation et qui sont souvent pas des choix portant sur le contenu des émissions, mais plus sur leur nature en fait, leur nature de production, la provenance de ces émissions, enfin la nature de production, si ces émissions étaient en première diffusion ou rediffusées, ça a joué aussi. À présent, on conserve tout, mais pendant un temps, on ne conservait que la première diffusion. Ce qui pouvait poser problème pour les gens qui étudient, entre autres, justement, les gens en infocom qui étudient le contenu de la diffusion dans le détail. Il est bien évident qu'une émission qui a été rediffusée 10 fois, c'est quand même à prendre en compte dans une analyse, que ce soit de cette émission ou du contenu de la diffusion. Ça n'était pas possible avant la mise en place du dépôt légal, puisqu'on prenait l'émission en tant qu'objet extrait de son contexte de diffusion. Donc, les choses ont évolué au fil du temps. Bon, mais on explique ça très bien quand quelqu'un veut venir travailler sur... C'est toujours le message, n'ayez pas peur. Oui, voilà. N'ayez pas peur. On n'a pas peur et on va de toute façon... Enfin, moi, ça m'a vraiment donné envie de venir pour aller voir ce qu'il y avait dans vos fonds. J'ai une toute petite dernière question, très, très rapide, parce qu'après, j'ai des choses à dire pour 2026. Mais vous avez parlé, et c'est vrai, on repart de l'INA. Quand on repart de la bibliothèque, on a fait des photocopies, on a pris des photos, on a pris des notes, on repart avec du matos, quoi. Quand on vient à l'INA, si j'ai bien compris, on a quand même des outils qui permettent donc d'avoir un espace de travail personnel. Et alors, j'ai pas compris comment ça fonctionne, mais donc très rapidement, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous avez dit, on peut annoter. Il y a ce flux de la vidéo comme ça, et on peut annoter la vidéo. C'est-à-dire, j'imagine, mettre sur une vidéo qu'on aurait pas conservée, mais qu'on aurait un petit peu référencée dans notre espace de travail personnel. Excusez-moi, je n'ai pas le vocabulaire, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on aurait mis un espèce de curseur au moment du film qui est intéressant pour nous. J'ai compris ou pas? Oui, c'est ça. On peut mettre des marqueurs sur le flux. Ces marqueurs sont représentés par une image fixe et on peut également mettre du texte, un titre ou un commentaire. On peut mettre plusieurs marqueurs à la suite, ce qui génère des segments. Et ces segments peuvent aider à représenter visuellement une émission. Sur différents axes. On peut analyser l'image, on peut analyser le son, on peut analyser la chronologie, les temps de parole. Enfin voilà, on peut superposer ainsi les calques et avoir une vision comme ça globale de l'émission. Il y a un exemple que j'aime bien donner qui avait été l'analyse d'une pièce radiophonique. Et en fait, cet outil permettait de donner à voir les silences, puisque en fait, on pouvait repérer les temps de parole et les temps de silence, et quantifier également les temps de silence. Et ce qui en radio n'est pas
courant ni banal, mais cette pièce laissait la place justement à ce silence. Et donc, cet outil permet de donner à voir visuellement sur une timeline les différents blocs qui constituent l'émission. C'est pas automatique, hein, c'est pas une segmentation qui se fait automatiquement, c'est vraiment l'usager qui doit la faire, cette segmentation. Et juste pour préciser, en fait, ce qu'on peut emmener chez soi à partir de l'analyse faite à l'INATEC, on peut extraire en fait des notices, bien sûr, des listes de notices dans un volume raisonnable à l'INATEC. Sinon, après, on passe par le lab qui peut faire des extractions plus massives. On peut capturer des images fixes qui peuvent servir pour justement travailler sur les émissions. On peut les utiliser au titre du droit de citation dans des travaux de recherche. En revanche, pour tout ce qui est publication, effectivement, là, il faut se tourner vers le service de l'INA qui s'occupe de la cession des droits, mais ça, c'est dans un second temps. Mais pour tout ce qui est travail vraiment sur les émissions, il n'y a aucun souci pour extraire des images fixes, pas d'extrait vidéo ou audio, mais des images fixes. On peut aussi exporter toute la documentation diffuseur dont je vous parlais tout à l'heure, donc tout ce qui émane des chaînes, les dossiers de presse, les conducteurs des journaux télévisés, les rapports de chefs de chaîne, les registres des actualités françaises avec le relevé des commentaires des journaux parlés, enfin des journaux de presse filmés, enfin toute cette documentation écrite qui accompagne les émissions peut être emportée. Enfin voilà. En fait, concrètement, ça se fait par le biais d'un envoi de mail. Voilà, on ne permet pas aux usagers de se brancher avec leur ordinateur sur notre système, mais on leur envoie par mail ce qu'ils ont mis dans un dossier approprié pour évidemment qu'ils gardent une trace de leur recherche. Bon, eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Moi, ça m'a vraiment donné envie de venir explorer les fonds de l'INA sur l'ex-Yougoslavie et sur le processus judiciaire du TPY. Donc ça, c'est sûr que je viendrai faire un tour et que j'exporterai. Comment vous avez dit, j'exporterai des notices et je mettrai des annotations sur des flux. Donc voilà, je vais déjà apprendre à parler de tout ça. Mais c'est très, très intéressant pour moi et je pense qu'avec Louise, on reparlera du lien qu'on peut faire entre Profil, notre projet de recherche évidemment, et puis l'INA, parce que j'imagine qu'il y a quand même qu'il y a vraiment des passerelles à établir. Donc, à très bientôt en ce qui nous concerne. Pour finir cette dernière séance, je voulais simplement signaler que, bien avec Louise, nous avons décidé, puisqu'on a encore beaucoup de choses à dire, nous avons décidé de poursuivre le webinaire Histoire du droit 2.0 en 2026 et on a eu quelques réponses, déjà merci Tom, déjà des contacts qui avaient été pris au cours de nos différents webinaires. Donc Nader Hakim qui a décidé, qui nous a dit qu'il allait revenir pour nous parler de la modélisation des données de recherche grâce aux outils numériques, des données de recherche en histoire du droit. Et on parlera avec lui de toutes les représentations visuelles des résultats de recherche qu'on peut proposer avec des utilisations. On en a aussi un petit peu parlé aujourd'hui et c'est très intéressant, les utilisations statistiques, quantitatives. Et puis, il avait commencé déjà à nous parler de toute l'épistémologie un petit peu, qui doit toujours être évidemment conservée à l'esprit quand on veut utiliser des outils numériques de cette manière. Emmanuel Conte qui nous a dit qu'il allait venir nous parler d'une autre expérience, la préparation d'un manuel numérique en histoire du droit. Donc ça sera prévu aussi. Et puis, on fera une séance sur les podcasts en histoire du droit. Et là, peut-être que l'INA pourra nous aider à les repérer.
et peut-être à construire une espèce de petite histoire des podcasts qui pourraient intéresser les historiens du droit. En tout cas, c'est Paul Chauvin-Madera qui, et d'ailleurs, vous conservez peut-être ces podcasts, ça s'appelle « Les lois de l'histoire ». C'est une présentation des études des docteurs. Et donc, il va venir nous en parler. Donc là aussi, je pense qu'il y a des passerelles avec certaines de nos séances, avec les archives que vous avez. Et puis, notre collègue Xavier Prévost, lui aussi, qu'on avait déjà rencontré cette année, et qui va venir nous parler de son gros projet ERC, une base de données. Alors, je suis allée chercher le titre, The So-Called Mos Gallicus. À la recherche donc d'une histoire transnationale de la méthode française d'enseignement du droit. Et puis il y avait d'autres pistes, mais ça en tout cas les collègues ont répondu de manière positive, donc on est déjà sûr de les retrouver l'année prochaine. On essaie toujours avec Louise de trouver un lieu d'où pourraient partir en fait tous les liens vers les bases de données, les projets numériques, les sources éventuellement qui pourraient intéresser les historiens du droit. Alors, on avait fait une demande à l'association des historiens du droit, et puis bon, ça va pas être possible sur leur site, mais on a une ouverture, Louise, sur un autre blog, enfin un blog scientifique. Oui, sur le blog d'Histoire du droit, HI-D, où déjà on a mis en place l'actualité des podcasts qui sont où interviennent des historiens et historiennes du droit notamment, mais c'est un site de façon plus générale sur l'actualité, la production scientifique, la tenue des conférences, des colloques. Et donc, on est en train de voir avec le professeur Garnier comment intégrer, mais c'est une question technique en fait d'intégrer pour pas que ça alourdisse trop les sites qui sont pas forcément initialement faits pour ça. Mais voilà, on est en train de réfléchir à ça. Peut-être une liste de diffusion aussi. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des lieux numériques qui existent déjà et qui seraient prêts aussi à accueillir. En fait, l'idée, c'est que la cartographie qu'on essaye de faire à travers le webinaire Histoire du droit 2.0, eh bien, trouve un endroit plus facile, plus synthétique d'accès pour que en fait, ça puisse aider étudiants, doctorants, chercheurs aguerris, confirmés, peu importe en fait, mais que l'histoire du droit est une petite section et donc ce serait dommage que les initiatives qui existent eh bien, soient un petit peu noyées dans l'entièreté des recherches qui sont en cours en France et ailleurs. Donc c'est aussi voilà, l'idée de cartographie principalement. Je te laisse reprendre la parole. Oui, simplement pour conclure, si vous avez vent de projets innovants en histoire du droit, de bases de données qui pourraient nous être utiles, de projets dont il serait intéressant de parler tous ensemble, pareil, vous nous envoyez un mail et puis on voit avec la personne concernée si on peut l'inviter, si on peut discuter. Voilà, c'est un webinaire au service de tous et donc chacun peut contribuer à nous aider à la programmation. Voilà, mais ça se remplit vite pour 2026. Donc, on aura certainement un programme ficelé, j'imagine, dès la rentrée. Voilà, on vous remercie beaucoup, Emeline et Anne, pour cette soirée. Et puis, merci à tous ceux qui se sont connectés et on vous dit à très bientôt.